En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100 et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce Marathon du Don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Ligne droite, vue de haut. Liselotte Dutreuil. Bonjour Liselotte. Bonjour Maude, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à toute l'équipe avec nous ce matin. Ces derniers jours, Walmart, le géant américain de la grande distribution, a annoncé mettre fin à son programme Diversité, Équité et Inclusion. Une décision polémique outre-Atlantique, mais probablement motivée ou au moins influencée par l'accession de Donald Trump à la présidence des États-Unis et son combat affiché contre la tendance woke. Alors cette démarche de la part d'une si grande enseigne n'est pas une première. On peut citer par exemple Ford. Alors on s'interroge, est-ce que le sursaut contre le wokisme viendra du monde de l'entreprise ? Pour en parler avec nous ce matin, Gérald Autier, bonjour et merci d'être avec nous en studio. Bonjour Liselotte Dutreuil et merci pour votre invitation. Alors vous êtes essayiste et financier et vous vous êtes penché sur cette question du wokisme dans le monde de l'entreprise avec votre ouvrage Stop au capitalisme woke que je montre en direct aux éditeurs qui nous suivent sur YouTube et sur X. Alors on pourrait peut-être commencer par rappeler la définition du wokisme et surtout, selon vous, vous parlez d'un vrai assaut dans le monde de l'entreprise. C'est un mot très fort. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement comment est-ce que ça s'est produit, cet assaut du wokisme dans les entreprises ? Oui, très bien. Alors, vous avez tout à fait raison de le rappeler. C'est toujours important de commencer par une définition et surtout lorsque ça concerne le wokisme. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on entend parler du wokisme, on entend parler de tout et n'importe quoi. On a envie de tout accuser de wokisme. Et tout n'est pas wokisme, fort heureusement. Alors, le wokisme, qu'est-ce que c'est ? Pour certains, c'est une version peut-être renouvelée, virulente du politiquement correct. Quelque chose qui nous empêche de... On ne peut plus rien dire. Quelque chose qui nous empêche de dire ce qu'on a envie. Et de l'autre, c'est un mouvement de prise de conscience, un éveil à l'égard des inégalités liées à la race, au sexe ou à l'identité sexuelle. Les woke sont des personnes qui sont généralement sincères, peut-être à l'exception de quelques manipulateurs politiques, mais ce sont des gens sincères qui sont frustrés des inégalités. Ils constatent les inégalités. Leur thème de prédilection, c'est généralement le patriarcat, le racisme systémique, la culture du viol, la masculinité toxique et l'écriture inclusive. Et la solution des woke, c'est de mettre en place ce que l'on appelle la justice sociale, c'est-à-dire une spoliation légale. Pour le woke, il y a 2 responsables à ces inégalités ou ces disparités qui existent entre les groupes. D'une part, c'est un groupe dominant, et d'autre part, c'est la société qui est oppressive. Alors le groupe dominant, vous l'aurez deviné, c'est les Blancs, ce sont les Blancs qui dominent les Noirs, ou les racisés, ce sont les hommes qui dominent les femmes, ce sont les hétérosexuels qui dominent les homosexuels, et d'une manière générale, c'est l'homme blanc hétérosexuel, a fortiori de plus de 50 ans, qui est le prédateur par excellence et qui bénéficie de privilèges. Et qui dit privilèges, surtout en France, il convient de les abolir. Donc voilà ce qu'est le wokisme. Alors, on comprend bien cette lutte, cette volonté initiale de lutter contre les inégalités. On avait déjà un outil pour ça s'appelait la méritocratie. Et justement, le but initial de la méritocratie, c'est faire fi de ses origines et de proposer à l'individu de pouvoir accéder à ses ambitions à partir de son travail et de l'investissement et de l'énergie qu'il y met. Aujourd'hui, le wokisme va au-delà. On a même une certaine critique de cette méritocratie. Et donc, le wokisme se penche
carrément sur la discrimination positive. Autrement dit, donc ce n'est plus la performance de l'individu qui prime, mais justement son origine sociale ou biologique, son orientation sexuelle. Et donc c'est là qu'on imagine que cette idéologie n'est pas forcément compatible avec le capitalisme, puisque justement, généralement, le capitalisme, lui, vise l'amélioration constante des performances. Oui, alors c'est très étonnant en fait cette rencontre, ce mariage contre nature entre le capitalisme et le wokisme. Parce que comme vous l'avez très bien dit, le capitalisme c'est le lieu de la libre entreprise, c'est le lieu de l'économie de marché, et c'est pas le lieu généralement où on s'attendrait, comme par exemple dans les universités, ou peut-être aussi dans les partis politiques, à voir cette diffusion aussi facile, sans entrave du wokisme. Pour revenir sur l'idée de méritocratie, vous avez raison de dire que le wokisme rejette la méritocratie, mais il la rejette catégoriquement. Peut-être vous vous rappelez, il y a 1 an et demi, 2 ans de cela, on avait entendu parler dans les médias de cette histoire de la conférence qui a eu lieu dans l'entreprise Coca-Cola, où la papesse des conférences woke, qui s'appelle Robin DiAngelo, était venue éduquer les employés de Coca-Cola pour leur expliquer qu'être blanc, c'est être arrogant, c'est être oppressif, et que le travail acharné, la ponctualité et la méritocratie étaient des signes de suprématie blanche. Donc effectivement, la méritocratie, le wokisme rejette cette méritocratie. On le voit aussi, par exemple, lorsque l'on s'intéresse à ce que disent la conférence le groupe des universités Russell en Grande-Bretagne, vous savez, qui regroupe toutes les grandes universités britanniques. On va retrouver dans ces universités, par exemple, Oxford ou Cambridge, c'est quand même pas rien, et qui ont publié un communiqué l'an dernier pour annoncer que recruter la personne la plus qualifiée pour un emploi constituait une micro-agression. Alors, est-ce que vous voulez que je vous rappelle rapidement ce que c'est qu'une micro-agression ? Parce que ça fait quand même partie du vocable inventé par les woke. Une micro-agression, c'est le fait de prononcer un propos apparemment banal, sans intention néfaste envers d'autres personnes, mais qui tout de même va blesser ou va offenser des personnes, notamment appartenant à des minorités. Donc là, entre vous et moi, certainement, nous avons déjà dû prononcer un certain nombre de micro-agressions. Le règne de la susceptibilité. Vous remontez assez loin pour essayer de trouver cette source, ces racines du wokisme. Vous nous parlez dans votre livre de la théorie critique avec ses influences néo-marxistes qui justement posent les bases de cette société qui est régie par la haine et l'obsession du rapport dominant-dominé. Oui, alors, si on veut essayer de comprendre ce qu'est le wokisme en tant qu'idée et pas en tant que l'application de son idéologie dans l'entreprise, il faut revenir assez loin. Et je remonte jusqu'à 1926. Donc en 1926, un jeune intellectuel italien, cofondateur du Parti communiste en Italie, vient d'être emprisonné. Suite aux lois, vous savez, les lois d'urgence fasciste de Mussolini contre l'immunité parlementaire. Et ce jeune homme, c'est Antonio Gramsci. Et Antonio Gramsci, dans sa prison, dans sa petite cellule exiguë, se pose une question. Il aimerait comprendre pourquoi est-ce que la révolution marxiste qu'avait prophétisé Karl Marx, pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas concrétisée ? Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas matérialisée ? Et il en vient à la conclusion que le capitalisme bourgeois a non seulement un contrôle économique sur la population, mais aussi un contrôle idéologique. Et il en déduit qu'il faut livrer les batailles sur le terrain de la culture. Et que pour que le marxisme puisse se diffuser, pour que la révolution communiste puisse avoir lieu, il faut donc prendre le pouvoir dans tous les milieux médiatiques et culturels. Donc ça, c'est Antonio Gramsci. Antonio Gramsci va mourir en prison, mais par contre, sa publication, Carnet de prison, va réussir à se diffuser un peu partout en Europe, dans les cercles marxistes et néo-marxistes. Et parmi ceux-ci, il y a les 2 fondateurs de l'école de Francfort, que sont Max Horkheimer et Théodore Adorno. Alors l'école de Francfort, rapidement, qu'est-ce que c'est ? C'est une école de pensée pluridisciplinaire, néo-marxiste, qui va développer, entre autres, la théorie critique. La théorie critique nous explique quoi ? Que les problèmes sociaux que nous constatons dans la société sont dus à 2 raisons principales, aux structures sociétales et aux présupposés culturels. Et donc, si on veut avancer vers une société plus égalitaire, il va falloir revoir tous les aspects de la culture occidentale comme un rapport de force entre oppresseurs et opprimés. Il va falloir tout passer sous une lentille
critique. Et on voit bien que c'est l'un des aspects du wokisme que de diviser la société entre oppresseurs et opprimés. Et c'est justement l'école de Francfort qui va mettre sur la table cette division de la société entre, d'un côté, les races opprimées, le sexe opprimé, et de l'autre côté, les oppresseurs. Et dans un retournement assez étonnant des intentions initiales de Marx, le blanc prolétaire qui faisait partie de la classe ouvrière, qui était un opprimé, devient un oppresseur. Au-delà de ça, il y a d'autres personnages assez importants dans le développement de la pensée de l'école de Francfort. J'aimerais en citer deux. L'un d'eux, c'est Herbert Marcuse. Herbert Marcuse développe l'idée de la tolérance répressive. Qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, pas de tolérance pour ceux qui ne partagent pas les idées de gauche. Voilà, c'est direct, c'est clair, ça a le mérite d'être clair. Voilà. Et de l'autre, nous avons quelqu'un qui s'appelle George Lukács. George Lukács va déclarer que le marxisme resterait valable même s'il se révélait faux. Alors comment est-ce qu'il arrive à ce tour de passe-passe intellectuel ? Eh bien, c'est très simple. Il va développer, parce que cette notion existe déjà chez les marxistes, il va développer la notion de polylogisme. Donc, la vérité n'est plus universelle, elle devient positionnelle. Dis-moi comment tu ressens les choses, je te dirai si c'est vrai ou pas, et si tu ressens comme tu dois ressentir, alors c'est vrai. On est là un peu plus tard, d'ailleurs, on aura en France Michel Foucault qui va développer ce primat de la subjectivité. On est exactement dans cette même lignée. Et effectivement, le polylogisme remet énormément de choses en cause, parce que jusqu'à la fin du 19e siècle, on avait quand même cette idée que entre êtres humains, nous pouvions avoir des conversations parce qu'il y avait quelque chose de commun entre nous, à savoir la structure immuable de la logique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des discussions, on n'a peut-être pas, certainement pas, absolument pas le même niveau mathématique que Carl Gauss ou que Albert Einstein, évidemment pas, mais notre logique ne diffère pas d'eux. Et avec cette idée de polylogisme, et c'est ce que Marx dit d'ailleurs lui-même quand il dit « le bourgeois est mentalement incapable de comprendre ses théories parce qu'il est bourgeois », on arrive à mettre en place des choses qui sont complètement hors du champ du réel, si je puis dire. Donc voilà où les néo-marxistes nous mènent. Et le polylogisme a deux conclusions directes. La première, c'est qu'évidemment, puisque la vérité ne dépend maintenant du sujet et plus de faits, il n'est de plus aucun intérêt d'avoir des discussions avec ceux qui ne partagent pas mes idées. On est dans une promotion des idéologies. Et au-delà, à partir du moment où on a une logique de groupe et une vérité de groupe, celui qui est membre de mon groupe et qui ne partage pas mes idées devient un traître. Et on l'a vu un très grand nombre de fois. Lorsque, par exemple, vous avez des personnes des personnes noires qui se prononcent pour des partis de droite ou d'extrême droite, on va souvent les insulter, enfin ils vont se faire insulter sur les réseaux sociaux, on va les traiter de traîtres à la cause. Ouais. C'est un peu la même chose qui s'est passé aussi, vous savez, pendant la campagne américaine de 2016. Vous avez cet investisseur très connu qui s'appelle Peter Thiel, qui est l'un des premiers investisseurs dans Facebook et dans PayPal pour parler des sociétés les plus connues, et qui est un homosexuel affirmé. Donc il s'affirme comme homosexuel. Par contre, il a eu la délicate idée de se prononcer en 2016 pour Donald Trump. Et dans les semaines qui ont suivi, l'ensemble des médias pro-LGBT américains ont tout simplement titré sur le fait que Peter Thiel n'est pas homosexuel. D'accord. Parce qu'un homosexuel, ça ne devrait pas voter pour Donald Trump. Donc voilà à quoi nous mène le polylogisme, voilà à quoi nous mène la logique de groupe, et voilà pourquoi je dis que, vous voyez, tous ces éléments du marxisme, on les retrouve aujourd'hui dans le wokisme. On pourrait ajouter aussi l'écriture inclusive. Vous savez, ça nous rappelle un petit peu cette novlangue d'Océania où certains mots doivent être employés, d'autres ne doivent plus l'être. Aujourd'hui, des mots comme sexiste ou comme raciste perdent de leur signification. On les emploie à tout bout de champ. Ouais. Et de l'autre, vous avez des nouveaux mots qui apparaissent, comme hétéronormatif, comme microagression et d'autres.
et évidemment comme l'écriture inclusive, qui nous signale que le wokisme cherche à contrôler le langage. Alors justement, on comprend bien qu'il y a toute cette pression sociale qui s'est organisée pour pouvoir imposer ces idées portées par le wokisme. Mais aujourd'hui, ça va même plus loin, c'est qu'on dépasse l'initiative très, très individuelle et l'initiative de groupe. Vous parliez de ce primat de la subjectivité qui s'est imposé même dans l'un des domaines qui est censé être le plus objectif possible, à savoir le droit. Aujourd'hui, on a vu l'émergence aussi de lois et de réglementations auxquelles les entreprises doivent maintenant se plier, soit au mieux sous peine de mauvaise notation, au pire sous peine de vraies sanctions juridiques. Et ça, c'est quelque chose qui, pareil, pèse énormément sur le monde de l'entreprise. Oui, alors, comment se diffuse le wokisme en entreprise ? Vous avez aujourd'hui un certain nombre d'indices boursiers qui sont des indices qui vont juger la performance ESG des entreprises, donc performance E pour environnementale, sociétale, sociale et de gouvernance. Et dans ce G des critères ESG, vous allez retrouver ce qu'on appelle les politiques DEI, qui sont des politiques diversité, équité et inclusion, et qui vont faire dire à certaines entreprises qu'elles doivent nommer, par exemple, dans leur conseil d'administration, des personnes, non pas qui sont, mais qui s'identifient soit comme des femmes, soit comme des membres de minorités ethniques ou comme des membres de minorités sexuelles. Et parmi alors il faut savoir que dans toute la nébuleuse d'indices boursiers qui notent et qui jugent les entreprises sur leur performance ESG, vous n'avez pas de méthodologie standardisée, vous n'avez pas une série d'étapes à franchir. Chaque indice ESG a ses propres définitions, ses propres algorithmes et ses propres données. Et parmi ceux-ci, il y a l'indice CEI, Corporate Equality Index, qui est l'indice du HRC, qui est l'un des lobbies pro-LGBT les plus puissants des États-Unis. Et si vous voulez savoir ce que cet indice demande aux entreprises, il lui demande par exemple, donc on est plutôt là sur la partie LGBT et surtout T du wokisme, il lui demande par exemple d'installer des toilettes transgenres dans les entreprises, de faire des donations aux associations pro-LGBT. Il lui demande de se fournir auprès de fournisseurs non plus sous des critères financiers de rapport qualité-prix, mais en fonction de l'orientation sexuelle des propriétaires des entreprises. Et il peut lui demander aussi par exemple de ne plus employer les termes père et mère sur le lieu de travail. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il y a des entreprises qui suivent ces recommandations ? Eh bien, il faut savoir qu'il y a plus de 800 entreprises qui ont un score maximal du CEI, du Corporate Equality Index, et parmi ces entreprises, toutes les entreprises que vous connaissez évidemment, qui sont les plus grandes capitalisations mondiales. Alors, ce qu'il y a de dangereux pour ces entreprises, c'est que avec les exemples que vous nous donnez, on comprend qu'une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, ça ne s'arrête plus. Il va y avoir toujours de nouveaux critères, toujours de nouveaux mots interdits. On peut citer le cas très, très parlant d'Evian qui a dû s'excuser d'inciter à boire de l'eau, vous en parlez dans votre livre, parce qu'on était en période de Ramadan. Donc, est-ce que ces entreprises pourront toujours maintenir leurs notes ou est-ce que finalement elles se sont juste engagées dans un chemin qui les rendra de toute façon toujours perfectibles en termes de wokisme ? Alors aujourd'hui, on se trouve à un moment crucial parce que, comme vous l'avez constaté et comme vous l'avez dit en introduction, certaines entreprises se montrent un peu plus prudentes suite à l'épisode Budweiser qui a eu lieu l'an dernier, dont on parlera peut-être après. Certaines se défont de leur département DEI dans les entreprises. Mais en même temps, vous avez quand même, au sein des entreprises, il faut comprendre comment ça fonctionne le wokisme en entreprise, vous avez tout un département qui en bénéficie. C'est-à-dire que le département des ressources humaines, et plus particulièrement des responsables, en français on appelle ça les responsables RSE, responsabilité sociale et environnementale, qui sont généralement des employés qui ont tout intérêt à souligner continuellement l'émergence ou l'apparition de nouveaux problèmes woke qu'il faut régler et qui demandent évidemment de nouveaux budgets. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent justifier leur poste et accessoirement leur rémunération. Donc vous avez dans les entreprises un grand nombre de personnes, de plus en plus nombreuses, puisqu'elles se cooptent et elles se recrutent,
qui ont tout intérêt à faire perdurer le wokisme, au-delà du fait qu'une partie des employés sont effectivement, non pas des disciples de l'école de Francfort, mais des militants zélés qui pensent sincèrement qu'il existe des disparités et qu'il faut les corriger, sans se poser la question véritablement sur l'origine de ces inégalités. Alors, l'intérêt justement de ces employés qui doivent travailler sur toutes les notions de RSE va se heurter à l'intérêt d'autres acteurs de l'entreprise, à savoir par exemple les investisseurs, et c'est ce dont vous parlez dans votre livre, Gérald Dauthier, c'est que ces investisseurs commencent à apprécier moyennement cet impact du wokisme sur les entreprises dans lesquelles ils investissent, et c'est peut-être par là, justement, qu'on va commencer à faire marche arrière. Oui, alors il y a deux chemins, ce que j'essaye de démontrer dans le livre pour faire marche arrière. Le premier, c'est le boycott, et le deuxième, effectivement, c'est cette révolte des investisseurs. Et l'exemple peut-être le plus parlant, c'est l'exemple de Target. Donc Target, c'est un distributeur de produits de grande consommation discount aux États-Unis, qui fait à peu près 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui a à peu près 400 000 employés. Pour donner une comparaison en France, ce serait à peu près Carrefour, et qui a fait le buzz l'an dernier pour avoir installé durant le mois des fiertés, c'est-à-dire durant le mois de juin, des maillots de bain, donc des maillots de bain monopièces originellement pour femmes, à destination des hommes, donc des hommes transsexuels, mais avec la particularité d'avoir mis dans les rayons ces maillots de bain, certains maillots de bain à destination des enfants et des nourrissons. Et ces maillots de bain étaient des maillots de bain qu'on appelle tuck friendly. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non. J'ai pas la traduction en français, donc je vous le dis en anglais. Tuck friendly. Donc qu'est-ce que c'est qu'un maillot de bain tuck friendly ? C'est un maillot de bain qui permet de dissimuler pour les hommes leur partie génitale. Ah oui. Okay. Et donc le scandale est venu du fait que vous aviez des nourrissons et des enfants pour qui étaient destinés ces maillots de bain. Donc on doit quand même se poser certaines questions. Target s'est aussi fait connaître pour avoir dans ses rayons la marque Apralen, qui est une marque de vêtements d'origine britannique qui propose des vêtements où vous avez des informations comme Satan respecte les pronoms. Donc ça, c'était vendu pour le grand public. Et évidemment, suite d'abord au boycott des consommateurs et au scandale qui s'est suivi en 2023 face à ces marchandises, Target a perdu un grand montant de capitalisation boursière, plus de 12 milliards de dollars, et des investisseurs ont porté plainte sous forme de class action. Pourquoi ? Parce que Target se définit elle-même comme une entreprise de grande distribution à destination des familles. Donc la question se pose vraiment de savoir ce que faisaient ces maillots de bain-là dans les rayons de cette entreprise-là. Donc ce qu'on comprend, c'est que pour lutter contre le wokisme dans l'entreprise, en l'occurrence, il faut vraiment qu'il y ait l'action des consommateurs et des investisseurs qui s'imbriquent, et ça peut partir justement de ce boycott de la part des consommateurs. On imagine souvent que ça n'aura pas d'impact. En réalité, ça en a un très concret. Ça a un impact très concret. Vous savez, il y avait un éditorialiste d'une publication pro-LGBT aux États-Unis qui suite au boycott de Budweiser, avait expliqué que de toute façon, vous ne pourrez pas boycotter toutes les marques qui sont sur les étalages des grandes surfaces qui sont à votre disposition. Mais il n'est pas nécessaire de boycotter toutes les marques. Il suffit de boycotter une marque, 2 marques, et vous verrez que comme le capitalisme fonctionne encore peu ou prou de manière efficace, que les entreprises se retireront d'elles-mêmes du marché des produits woke. Vous donnez un chiffre dans votre ouvrage, Gérald Dauthier. Dans le classement de popularité des 100 plus grandes marques sur le marché, ce sont les marques les moins woke qui sont les plus populaires. Et puis vous décryptez l'émergence d'une véritable philosophie anti-woke, donc qui se traduit notamment par les nouveaux choix d'investissement de la part des investisseurs, qui justement prêtent de plus en plus attention aux valeurs véhiculées par les sociétés. Et puis, il existe maintenant, et vous pourriez nous en parler, des fonds d'investissement qui proposent une approche carrément anti-ESG. Oui, alors, effectivement, vous avez ces fonds qui sont des fonds anti-ESG, qui sont aussi des fonds anti-woke.
Et ces fonds anti-woke se sont développés parce qu'une économie parallèle s'est développée sur des produits anti-woke ou qui ne se définissent pas comme étant des entreprises qui adoptent les préceptes du wokisme. Parmi celles-ci, permettez-moi de vous en citer deux, vous avez alors ça va paraître pour certains des évidences, mais il faut savoir que justement le souci est bien là, c'est que le wokisme remet en cause certaines évidences. Donc vous avez une entreprise aux États-Unis, on parle encore aux États-Unis, qui s'appelle Red Balloon, qui est une entreprise de recrutement dont les valeurs pour recruter des employés sont simplement le mérite, le travail et la reconnaissance. Ça paraît révolutionnaire. Ça ne devrait pas être surprenant. Vous avez une autre marque anti-woke qui s'est créée ces dernières années, qui est une marque qui s'appelle Garneau, qui est une marque de tampons féminins et dont le message publicitaire est simplement d'être des tampons à destination des femmes. Mais pourquoi ? Parce que Tampax, eux, avaient signé un partenariat avec un homme transsexuel qui s'appelle Dylan Mulvaney pour promouvoir ces tampons. Donc voilà, si certaines entreprises se mettent sur le marché des consommateurs woke, vous allez créer un espace, un segment de marché très important pour les consommateurs qui ne veulent pas ou qui ne s'associent pas à cette mouvance. On parle beaucoup des États-Unis, effectivement, et on a coutume de dire que ce qui se passe outre-Atlantique arrivera 10 ans après sur le continent européen. Est-ce que vous pensez que cette logique peut prendre également en Europe, ou bien est-ce qu'on va devenir ce bastion du wokisme, comme certains le craignent, depuis l'avènement de Donald Trump aux États-Unis, et puis face de l'autre côté à des pays qui ont encore un ancrage culturel plus traditionnel qui ne se prête pas du tout à l'extension du wokisme ? Alors, on parle beaucoup des États-Unis, oui, mais pour deux raisons. La première, c'est parce que le wokisme nous vient des États-Unis. Et la deuxième aussi, c'est parce que, assez souvent, les filiales de grands groupes américains en France vont importer le wokisme. Et des entreprises françaises aussi vont imiter leurs collègues américains dans l'implémentation des politiques woke. Vous vous rappelez certainement de L'Oréal qui avait retiré ses crèmes blanchissantes du marché il y a quelques années pour ne pas offenser les personnes dont la peau n'était pas blanche. L'Oréal le fait après qu'une entreprise américaine, Johnson & Johnson, ait retiré ses produits blanchissants du marché. C'est-à-dire que c'est pas une initiative qui sort de nulle part, c'est bien une importation de concepts qui sont a fortiori pas des concepts philosophiques compatibles avec l'universalisme républicain français, qui sont importés et qui sont appliqués dans l'Hexagone. Maintenant, quel est l'avenir du wokisme en France ? On voit aujourd'hui qu'il y a un certain reflux, un certain recul. En tout cas, il y a peut-être une scission au sein des entreprises. Certaines préfèrent marquer un pas, se séparer de leur département DEI comme certaines entreprises l'ont fait. On a vu que la grande finance, qui a été l'un des instigateurs du wokisme, aussi marque le pas et commence à reconnaître à demi-mot que les fonds ESG ne sont pas les fonds aussi performants qu'on nous avait promis. Je rappelle qu'un rapport de McKinsey, il y a quelques années, avait déclaré que les fonds ESG étaient en moyenne 35% plus performants que les fonds qui ne l'étaient pas, alors que la vérité est tout autre. Pour preuve, rapidement, rappelons-nous que lorsque Elon Musk a racheté Twitter en fin 2022, qui s'appelait encore Twitter à l'époque, il a licencié plus de 50% de sa masse salariale. Pardon, excusez-moi. Ce qui veut bien dire que vous aviez toute une partie d'employés non productifs et non créateurs de valeur. Donc effectivement, à partir du moment où vous avez une économie woke, non woke qui se développe, vous avez des fonds d'investissement aux États-Unis qui se sont développés, pas encore en France, et qui adoptent cette stratégie de ne plus investir dans des entreprises qui mettent en avant de manière peut-être trop ostensible les critères ou la vision progressiste de la justice sociale. Alors, il nous reste 2 minutes, mais on s'interroge, est-ce que cette dynamique qu'on comprend bien dans le monde de l'entreprise, elle pourra infuser dans le reste des initiatives woke qu'on ressent par ailleurs dans la société ? Je pense par exemple aux lectures drag pour les enfants. En l'occurrence, il n'y a pas grand-chose il n'y a pas beaucoup de liens avec le monde économique. Est-ce que les deux pourraient quand même s'influencer ? Alors, je sais pas enfin,
À partir du moment où on s'aperçoit qu'il existe un boycott des consommateurs, c'est que les consommateurs, et le boycott, encore une fois, je rappelle, le boycott est légitime en soi, les consommateurs savent montrer les dents lorsque on commence à les titiller un peu trop fort. Donc, je ne serais pas étonné si effectivement, dans quelques temps, on commence à se poser la question de certaines approches woke qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est par exemple l'exemple que vous avez donné qui s'y est tout à fait. Gérald Dautier, merci beaucoup pour cet entretien qui arrive à sa fin. Je représente votre livre, donc Stop au capitalisme woke, le premier livre édité chez nos partenaires d'Omerta. Donc voilà, 2 excellentes raisons de se le fournir. Je précise que le livre est disponible sur la boutique Omerta. Voilà. Et qui sera bientôt disponible sur Amazon. C'est bientôt Noël, chers auditeurs. Voilà, il est pas énorme et pourtant c'est un recueil d'informations extraordinaire puisque chaque page on en apprend de nouvelles. Il y a des noms, des chiffres. Voilà, c'est très riche en exemples et en même temps on va bien au fond du sujet. Donc je ne peux que vous recommander cet ouvrage. Gérald Dautier, merci beaucoup pour votre travail. Je rappelle que vous êtes essayiste et financier et puis on vous réinvitera probablement très prochainement pour continuer à parler de ce wokisme qui ne cesse d'évoluer dans la société. Merci à vous.